Bonjour et merci pour cette introduction, pour cette magnifique journée. Mon objectif, à travers cette courte présentation d'une quinzaine de minutes, est d'analyser avec vous la terminologie utilisée pour décrire les différentes formes de communication de la science et de montrer qu'elle véhicule, que les termes qui sont employés véhiculent différentes conceptions, voire différentes idéologies en termes de rapport science-société. Alors, je vais commencer par la vulgarisation scientifique. Je ne sais pas s'il est nécessaire de la définir. Sa définition est relativement implicite et elle se reconnaît assez facilement à travers des ouvrages et des revues scientifiques, grand public en général, des conférences et des journées portes ouvertes, reportages télévision, émissions radiophoniques, sites d'information scientifique et technique. On reconnaît assez facilement la vulgarisation scientifique. Elle se caractérise par une approche particulière. En général, elle est descendante, c'est-à-dire que ce sont ceux qui savent qui parlent à ceux qui ne savent pas. C'est en général une approche informative et explicative. Elle a une dimension simplificatrice forte, ce qui d'ailleurs lui est parfois reproché. Elle découle d'une éducation dite informelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'école. Si on est à l'école, c'est plus de la vulgarisation, même si certaines formes de vulgarisation peuvent entrer à l'école. Alors, ce terme vulgarisation possède de nombreux synonymes. On parle de diffusion des savoirs, de partage de la culture scientifique et technique, de dissémination de l'information scientifique et technologique, de communication pédagogique. La langue anglaise ne fait pas exception. Énormément de synonymes sont utilisés sous forme d'expressions. Science popularization, science for the public, public understanding of science, public understanding of research, public engagement in science and technology, science and society, science and society in society. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de termes qui sont employés et on pourrait se bagarrer longtemps pour savoir lequel il faut utiliser. Mon propos n'est pas là. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que derrière ces différents termes, il y a différentes manières d'appréhender le rapport science-société. Alors, il y a une expression qui met tout le monde d'accord en anglais, c'est science communication, qui regroupe à peu près tout. Alors justement, vulgarisation ou communication, on peut peut-être commencer par là. Comme on vient de le voir, la vulgarisation, c'est une approche qui est souvent individuelle, prétendument désintéressée, sauf lorsque les chercheurs se disent que grâce à ça, ils vont contribuer à faire comprendre aux citoyens où va l'argent de leurs impôts. Le terme est fondé historiquement par la communauté scientifique pour désigner son rapport aux non-scientifiques. Alors la vulgarisation existe déjà au XIXe siècle, mais au XXe siècle, avec l'exemple emblématique du Palais de la Découverte, on a vraiment les scientifiques qui s'expriment pour le grand public. La communication, elle, est d'abord la forme d'expression fondamentale de l'organisme scientifique ou du chercheur. Et c'est ça qu'on devrait en fait appeler la communication scientifique. Mais justement, en français, on emploie le terme de communication scientifique comme synonyme de science, enfin, comme traduction de science communication, le science communication anglais, pour désigner autre chose, pour désigner toute activité dont l'un des aspects est la médiatisation d'un ou plusieurs aspects de la science. C'est-à-dire non seulement la pratique du chercheur qui communique, mais aussi n'importe quelle activité qui fait intervenir la science. Un bon exemple, c'est Jurassic Park. C'est de la science communication, mais en français, on dira communication scientifique. Et on rajoutera non intentionnelle, parce qu'elle n'est pas faite par des scientifiques pour parler de la science, elle est faite à l'intérieur d'un produit qui a une autre fonction, en l'occurrence divertir. Donc on peut dire que la communication des sciences, c'est-à-dire des contenus scientifiques, réunis à la communication sur la science, c'est-à-dire le discours sur la science, produit ce qu'on appelle en français communication scientifique, le science communication anglais. Alors en France, on préfère le terme de médiation à celui de vulgarisation, médiation qui n'existe pas en anglais. Alors pas au sens juridique du terme, et en général d'ailleurs ça gêne certains scientifiques parce qu'ils ont l'impression que la médiation va défendre la science, mais plutôt au sens d'un lien, d'un échange établi par le médiateur entre la science et la société. Alors, j'avais un jour essayé d'écrire une définition du médiateur scientifique, et ça pourrait être celle-là. Placé par son étymologie au milieu des protagonistes, le médiateur scientifique facilite les contacts de la science avec la société, réduit les incompréhensions, écoute les préoccupations des non-scientifiques, des scientifiques aussi peut-être, partage et discute de ses valeurs avec eux, s'inspire de leur conception pour élaborer son discours et tente enfin d'effacer les frontières entre la communauté scientifique et ceux qui utilisent ou sont touchés par ces découvertes.
C'est-à-dire que le médiateur scientifique n'est pas seulement un vulgarisateur qui apporte du savoir, qui déverse un savoir simplifié sur un public ignorant, c'est un facilitateur. Et donc, vous voyez que c'est un terme programmatique, la médiation, qui est destiné à tenir compte de l'évolution de la pédagogie dans les pratiques de communication, mais aussi des processus interactifs et participatifs dans le rapport nature, science, technologie, société. Un terme programmatique qui s'est développé à partir du moment où on a commencé à faire des formations à la médiation scientifique. Une formation est en général une formation de médiateur et pas une formation de vulgarisateur, pour ces raisons-là. Alors, comme je vous le disais, se bagarrer sur les termes n'a aucune importance. Vous mettez peut-être des sens différents derrière les mots que j'ai employés. Ce que je veux montrer, en fait, c'est que derrière ces terminologies se cachent des pratiques différentes, des objectifs différents et surtout une manière différente d'appréhender le rapport science-société. Évidemment, ces différents paramètres interagissent les uns avec les autres. Alors, je laisse tomber cette terminologie et je reviens maintenant sur la question de la médiation scientifique. Tout en gardant à l'esprit que pour tenir compte de ces différents points de vue, on pourra parler de médiation, pour ne pas oublier ce terme programmatique, idéal, de communication pour englober toutes les formes possibles, et de vulgarisation pour ne pas oublier la tradition historique dans laquelle ça s'inscrit. Alors, la médiation scientifique, du coup, elle a un objectif bien plus important, faciliter les rapports entre la science et la société. Ça commence à être beaucoup plus compliqué. Il ne suffit plus de simplement bien connaître son sujet et d'être pédagogue. Il sera utile, pour analyser la médiation scientifique, d'avoir différents points d'entrée qui seront par exemple la didactique, les sciences cognitives, les sciences de la communication, la psychologie, l'histoire des sciences, la philo, l'épistémologie, l'éthique, la sociologie, d'aller voir ce qui se passe du côté des pratiques artistiques. Je vous ai parlé du Jurassic Park, il y aurait bien d'autres exemples qui allient science et art et qui contribuent à forger l'image de la science dans la société. Et ça entraîne un certain nombre d'exigences nouvelles. D'abord, clarifier un petit peu mieux les objectifs de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. La médiation, ça ne va plus seulement consister à lutter contre la désaffection pour les études scientifiques. Ensuite, le scientifique qui fera un petit peu d'épistémologie et de sociologie se rendra compte que la vulgarisation véhicule souvent une science très idéalisée. Et les sociologues actuels nous parlent de post-academic science, ce que Bruno Latour aura appelé la science telle qu'elle se fait, qui est une manière intéressante aussi de parler de la science, peut-être pour ne pas tromper les futurs étudiants en sciences qui auront lu Hubert Reeves et se retrouveront dans un labo à faire de la vaisselle et ne comprendront pas trop pourquoi. Cette médiation amène, à mon avis, un rapport plus prudent au monde, à la nature et au progrès. Ainsi qu'à une réflexion sur la pertinence des moyens et des outils. Il me semble que ça amène aussi un rapport au public moins condescendant, moins descendant et moins condescendant, plus à l'écoute, plus respectueux des valeurs face aux démonstrations et aux faits. Et à partir du moment où le médiateur favorisera l'échange entre les deux, il aura à traiter aussi bien des connaissances que des valeurs. C'est particulièrement vrai pour la question des OGM. Les gens ne tiennent pas à être empoisonnés par les OGM. Donc il y a des questions de connaissances en termes de toxicité à apporter pour leur expliquer que c'est ou non dangereux pour eux. Mais je crois que ce qui les embête aussi beaucoup, c'est la manipulation du vivant, la marchandisation du vivant. Et ça ne s'exprime pas en termes de connaissances, mais en termes de valeurs. Donc j'en arrive finalement à mon propos. C'est que la médiation scientifique, par rapport à la vulgarisation, rend nécessaire l'élaboration d'une déontologie, voire d'une éthique de la communication de la science. Et c'est en fait ce à quoi on travaille dans notre groupe, le groupe TRACE qui a été évoqué tout à l'heure. Alors je voudrais vous donner quelques exemples de médiation, à travers notamment la pratique d'une association que j'ai fondée il y a 8 ans, qui s'appelle les Atomes Crochus, et dont la devise est « Transformer la science en rire, en plaisir, en art et en jeu ». Une association qui se reconnaît bien dans ce petit schéma, qui est mieux qu'un long discours, qui est une manière aussi de parler de la science et de dire que répondre aux questions de la science, ce n'est pas seulement donner des réponses justes, c'est aussi donner les réponses qu'on attend d'une manière déterminée. Alors, 2 dimensions, évidemment, puisque c'est une association qui prétend faire de la médiation scientifique, 2 dimensions sont présentes. Bien sûr, la dimension connaissance, partage de connaissances et des méthodes, mais aussi clarification des représentations et des valeurs.
Alors ça peut passer par des choses très variées, des conférences, des ateliers, basés par exemple sur des expériences contre-intuitives, spectaculaires. Voilà un exemple, l'ombre du feu. Vous savez maintenant que le feu peut avoir une ombre. D'autres exemples, comme celui-ci, expérience qui consiste à attacher une tartine beurrée sur le dos d'un chat et à les lancer par la fenêtre. Expérience qui permet bien sûr de parler de la loi de Murphy, du mouvement de la tartine, de l'expérience de Galilée pour savoir si effectivement le beurre tombe plus vite ou non que la tartine. Permet de parler de la conservation du mouvement cinétique, mais permet aussi de parler, pourquoi pas, de l'expérimentation animale. J'ai parfois des gens qui me disent « mais on a vraiment fait cette expérience ?» Alors ça permet d'en discuter. Ils sont choqués, et à juste raison. Voilà. Alors, le résultat, c'est celui-là, en fait. Ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire, maintenant vous savez. Alors, le personnage emblématique de l'association, si je vous le montre, c'est parce que je crois qu'il est assez représentatif de ce que peut être une médiation scientifique, qu'il ne faudrait pas réduire, bien sûr, à ça. Mais le clown de science est un bon exemple de médiateur scientifique. Parce qu'il est proche des gens, il peut faire des expériences, il peut découvrir, les enfants s'identifient à lui, ils apprennent en même temps que lui, voire un petit peu plus vite que lui, ce qui améliore leur confiance en eux, quelque chose qui est absolument fondamental dans l'apprentissage des sciences. Le clown peut parler légèrement de sujets importants, il peut s'attaquer aux questions sensibles qui font problème dans la relation science-société. Pourquoi pas lui faire expérimenter sur son petit chien en ballon, en le faisant traverser par des pics à brochettes, pour introduire la notion d'expérimentation animale. Pourquoi pas lui faire mettre ce chien en ballon dans un bain d'azote liquide, pour voir ce que ça donne, et justement, alors à nouveau, se poser des questions qui ne sont pas graves dans le cas du clown, mais qui sont en fait des questions fondamentales dans le cadre contemporain du rapport science-technologie-société. Alors, la médiation scientifique, ça peut être aussi du théâtre de science, avec par exemple ici la mise en scène du système périodique de Primo Levi, un texte qu'il a écrit étant chimiste après la guerre, sous la forme de plusieurs nouvelles qui portent tout le nom d'un élément chimique. Et dans ce genre de projet, on mêle le théâtre, la littérature, la science et bien sûr l'histoire. Et toutes les entrées sont possibles. La médiation scientifique, ça peut être aussi des expositions photographiques. Voilà des exemples de jardins chimiques, par exemple, qui ont inspiré des collégiens qui ont été amenés à écrire des haïkus, poèmes japonais, pour illustrer ces images. Exposition sur les flammes, exposition sur les vibrations. Et en fait, la médiation, ça peut être beaucoup d'autres choses, à partir du cinéma, à partir des contes, de la littérature, des arts. Et l'idée serait surtout de ne pas être normatif. La médiation, ça peut être tout ce qu'on veut à partir du moment où on fait le lien entre la science et la société. Je vous remercie de m'avoir écouté.